ciel est gris, le sapin dessine. Tes souhaits. Agnan, aujourd'hui je vais vous parler d'Isabelle Monin, Les gens dans l'enveloppe. En 2012, j'achète à un brocanteur sur internet un lot de 250 photographies d'une famille dont je ne sais rien. Les photos m'arrivent dans une grosse enveloppe blanche quelques jours plus tard. Dans l'enveloppe, il y a des gens, à la banalité familière bouleversante. Je décide de les inventer, puis de partir à leur recherche. Et on pourrait aussi faire des chansons sur ce projet pour raconter les gens, à la fois du roman et puis à la fois de l'enquête. Et donc on se retrouve avec un roman, une enquête, des photos et un disque de 12 chansons qui font les gens dans l'enveloppe. Ouais. J'ai fait d'abord un article sur mon blog et j'avais fait une vidéo de la première partie parce que le livre est en 2 parties. Nous avons le roman d'Isabelle Monin qu'elle a écrit de toutes pièces, qu'elle a inventé, et de ce côté, nous avons l'épaisseur de l'enquête d'Isabelle Monin, la petite partie des chansons, ici, mais c'est pas très lourd donc. Et en fait, la première vidéo ne me plaisait pas, donc j'ai décidé de la refaire en entière parce que j'ai lu le livre depuis en entier. Donc, dans le livre, vous trouverez aussi le marque-page avec la liste des chansons et un code qui vous permettra d'aller récupérer les chansons du livre que vous pourrez écouter par la suite. Le livre coûte 8 € et il est édité chez Lattès. Donc je vais vous faire le résumé tel que moi je l'ai ressenti. Grandi avec son père parce que sa mère est partie quand elle avait 8 ans. Pourquoi? On ne sait pas en fait. On ne sait pas pourquoi elle est partie et c'est ce qu'Isabelle Monin imagine pourquoi sous 3 formes différentes. Donc nous avons le point de vue de Laurence. Laurence qui va découvrir la vie sans sa mère et qui va ressentir l'abandon. Première forme d'abandon, même Isabelle Monin le dit elle-même, il y a 3 formes d'abandon. De 3 abandons en fait que subissent ou que font subir les femmes. Il y a l'abandon par la mère de la petite fille, puisque la mère part sans sa fille. Il y a l'abandon amoureux de la mère et puis il y a l'abandon ultime de la grand-mère qui s'abandonne à la mort. Donc Laurence découvre la vie dans une profonde solitude. C'est souvent où il y a des métaphores dans le roman qui expliquent la solitude et l'absence de sa mère. Donc, on commence le roman avec « Il guette sur mon visage des souvenirs d'elle. Je le sais, cette manière de me regarder qu'il a maintenant. Avant, je veux dire, quand elle était là, il ne me regardait pas tellement. Je veux dire, il ne faisait pas tellement l'action de me regarder. S'il me voyait, il me voyait. Mais la plupart du temps, j'étais plutôt invisible. » Donc, on commence le roman comme ça. Et au fur et à mesure, nous découvrons Laurence qui grandit sans sa mère, qui grandit sans sa mère, qui apprend à vivre sans sa mère. Je l'ai déjà lu. Et il y a plusieurs passages dans le livre que j'aime beaucoup. Donc, je passe les récréations à étudier ce que font des amis. Je note les caractéristiques, cette façon qu'ils ont d'être seuls, ensemble. Et ce qui est drôle aussi, c'est que Laurence pense que moins elle fera de bruit, et plus elle entendra le retour de sa mère. Sinon, j'évite de jouer, car jouer me distrait de l'attente. Si je joue, je n'entends pas le premier bruit de son retour. Et elle se décrit, je ne suis pas une enfant. Je suis autre chose, un corps qui attend que ça commence, un être qui pousse tout seul, sans que personne s'en occupe, une espèce de touffe
sauvage, un bas-côté. Un élève au collège, une fille, elle a ses règles, mais sinon pas grand-chose. Une pierre peut-être, une voie sans issue, un bout du monde. Je suis une vieille, comme eux. Dans le livre, il n'y a jamais de vrai dialogue. C'est toujours, elle dit que je suis comme ci ou comme ça. Il n'y a pas de dialogue entier. Il n'y a pas d'alinéa, il n'y a rien de tout ça. Et Laurence parle avec des mots simples, des tournures de phrases qui sont fluides et faciles à comprendre. On peut tout à fait se mettre dans la peau du personnage dès le départ. On ressent ce qu'elle ressent. Et il y a une phrase dedans que j'aime beaucoup, c'est « Je fouille le ciel entre mes doigts à la recherche du silence ». J'aime cette phrase, j'aime cette phrase, j'aime cette phrase. Et quand elle décrit la mort, on a l'impression qu'elle décrit un sommeil éternel. Ce livre, il est énigmatique parce que certaines fois, on ne sait pas trop de quoi elle parle, alors on suppose. Et on attend comme elle le retour de sa mère finalement. Et elle décrit le regard dans le vide par papa s'assoit à l'écart avec une bière. L'hameçon de son regard est jeté derrière tout. Cet air de ne rien voir qu'il a. Je sais ce qu'il regarde pendant des heures. Il fixe l'absence de ma mère. Et il y a un autre passage, et je terminerai avec le passage de Laurence, avec celui-ci. Nous dormons parfois ensemble et je l'écoute dormir. Jamais je ne lui dis que je l'aime. Dire je t'aime, c'est se souvenir d'un temps où je ne t'aimais pas. C'est envisager celui où je ne t'aimerai plus. Dire je t'aime serait donner une fin à l'amour. Je lui donne l'infini silence de mon amour. Ensuite, nous avons dans le roman une troisième partie, Michel, la mère de Laurence. Elle découvre l'amour, la lassitude de son mari, le danger, la soif de danger et de découverte. C'est une femme qui s'ennuie. Elle s'ennuie de sa vie. Elle a été mère trop tôt. Elle ne se sentait pas mère. Mais elle aime sa fille. Mais j'ai l'impression que cette femme se sent vide et elle attend l'occasion de pouvoir partir. Et ensuite, nous avons une troisième femme, Simone, Mamie Poulet, la grand-mère de Laurence. On découvrira à travers cette femme une partie de son histoire et la suite des événements, une suite de Laurence, on va dire. On peut aussi lire le roman d'une autre manière. On pourrait commencer le roman par Michel, donc la mère, en commençant par son histoire à elle. On pourrait commencer par Michel, ensuite continuer par Laurence et finir par Simone pour avoir un ordre chronologique de l'histoire sans s'emmêler les pinceaux, sans s'emmêler le cerveau, on va dire, pour que ce soit bien défini dans notre tête. Mais ce serait beaucoup trop simple. Mais il ne serait pas impossible de lire dans cet ordre-là. Pour ce qui est du roman en lui-même, pour cette première partie-là, qui fait, on va dire qu'il fait avec les photos de l'album, on va dire qu'il fait à peu près 200 pages. C'est un roman de 200 pages et pour cette partie du roman, j'ai déjà été envoûtée dedans. C'était quelque chose qui était, comment expliquer ça, émouvant. J'ai rigolé, j'ai ressenti de la tristesse, mais aussi de la joie. C'est un ascenseur à émotion. Cette partie-là a été un ascenseur à émotion. Je me suis mis dans la peau de Laurent, je me suis mis dans la peau de Michel et je me suis mis dans la peau de Simone. J'ai été, durant la lecture, 3 femmes différentes qui a ressenti
la même chose sous 3 formes différentes. J'ai ressenti la solitude, j'ai ressenti l'amour, j'ai ressenti l'abandon. On arrive à l'enquête et là, bien que ça pourrait casser la magie du roman, moi j'ai été quand même bluffée. J'ai été bluffée parce que Isabelle Monin pensait qu'elle allait... Comment expliquer? Qu'elle allait échouer dans sa quête. Elle pensait qu'elle n'allait pas réussir et pourtant elle a continué. Elle a repéré une photo d'une église avec une bande blanche et elle savait que c'était en Franche-Comté. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tapé dans Google Images pour retrouver ça et elle est tombée par-dessus, elle est tombée par hasard dessus, ce qui fait qu'elle a pu continuer son enquête et au fur et à mesure on trouve des similitudes au roman qui sont incroyables. Je veux dire, l'héroïne de ce roman qui s'appelle Laurence s'appelle réellement Laurence dans la vraie vie. Donc on passe d'une Laurence avec des guillemets à une Laurence sans guillemets et elle le dit elle-même dans le roman, je reprends simplement les mots qu'elle a cités dedans. Ensuite, elle ne retrouve pas directement Laurence, bien évidemment. Elle retrouve d'abord le père, donc, qui s'appelle Serge, je crois. Mais il s'appelle pas Serge dedans, il s'appelle Michel, je crois, dans la vraie vie. Enfin bref. Elle retrouve d'abord le père qui pense qu'elle lui a fait une petite magouille parce qu'il essaye de vendre sa maison mais il n'y arrive pas et elle voulait visiter la maison. D'abord elle pensait qu'il ne serait pas là et finalement il était là. Elle ne voulait pas faire un plan ou prendre au piège, on va dire. Elle voulait simplement regarder la maison dans laquelle ils avaient vécu par rapport aux photos et par rapport à ce qu'elle avait décrit aussi dans son roman. Comme il est là le jour de la visite de la maison, elle réussit à nouer des liens avec lui, qui fait que la suite de l'enquête est belle, parce qu'elle connaît l'histoire des gens dans l'enveloppe, elle apprend à les connaître, les liens qu'elle a avec les gens dans l'enveloppe vont au-delà de ses recherches. Ce ne sont pas de simples gens qu'elle va voir, qu'elle rencontre pour avoir des informations. C'est que par la suite, il y a un petit lien d'amitié, un petit quelque chose qui se fait, ils s'attachent. Ces gens s'attachent à l'un des autres. Elle débarque dans leur vie, leur explique un projet et finalement ils finissent par s'attacher et les gens dans l'enveloppe chantent les chansons et c'est formidable. Ce livre est un coup de cœur, c'est un coup de cœur que j'ai eu parce qu'il est bourré d'émotions, c'est un ascenseur émotionnel du début à la fin, du roman, de l'enquête, les chansons, tout est un ascenseur émotionnel dans ce livre. Et c'est pas tout, parce que mis à part les gens dans l'enveloppe, il y a aussi Isabelle Monin, et Isabelle Monin découvre la personne qu'elle est, l'attachement qu'elle avait à sa sœur, que sa sœur a disparu aussi. On ressent ce qu'elle ressent, on doute des doutes qu'elle a, et on s'imagine être elle, mais on n'est que lecteur de son livre. Elle arrive parfaitement à retranscrire toutes ses émotions, toutes ses recherches dans son livre et en plus à nous transmettre tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a senti. Et les chansons ont été écrites par Alex Bopin et quand on les écoute, c'est magnifique. Je ne dirais pas que c'est des chanteurs exceptionnels, tralala, tralala, hein. Mais quand on lit le livre et qu'on écoute les chansons, on continue de monter dans l'ascenseur de l'émotion. Comme vous l'aurez compris, c'est un livre que je conseille. Vous pourrez l'aimer comme ne pas l'aimer parce qu'il y a deux choses complètement différentes.
dedans. Donc soit vous allez aimer lire le roman et pas aimer le côté enquête. Beaucoup de personnes, moi dans le reportage que j'ai vu de On n'est pas couché, ils n'ont pas du tout bien aimé les deux côtés. J'ai eu plus de mal, comme Laurent, mais pas comme Yann, sur la partie enquête, où j'ai trouvé ça un peu pénible, d'aller rechercher qui ils sont vraiment, etc. Et puis, d'ailleurs, vous posez la question dans votre livre, vous dites « Et si la vraie histoire affadissait mon roman ?» Bah ouais, la vraie histoire, elle est moins belle que l'histoire romancée. Vous trouvez ça? Moi, je trouve qu'elle est moins belle. Moi, je trouve pas. Différent, il dit que ça casse un peu le truc. Moi, j'ai pas trouvé que ça cassait forcément quelque chose. Je trouve ce roman bien. Et il y a longtemps que j'avais pas